Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là, merci d'avoir téléchargé l'épisode. À ceux et celles qui sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous, ça nous aide énormément. Évidemment, on est sur toutes les plateformes audio, sur tous les réseaux sociaux. Allez nous trouver, suivez-nous, partagez le contenu, commentez, envoyez-nous des messages. Toutes ces belles choses-là nous aident à grandir un peu ce petit monde-là qu'on est en train de bâtir avec vous. Donc, on vous remercie énormément. Salim, le Canada va-t-il gagner la Coupe du Monde? Je sais pas s'il va gagner la Coupe du Monde, mais il va jouer la Coupe du Monde. On le joue à domicile. Je pense ce soir, en milieu d'après-midi, 15h, le Canada joue contre la Bosnie-Herzégovine. Et... Ça devrait quand même être facile, non, pour le Canada? Je suis pas le soccer international. C'est pas si facile. Hein. La Bosnie, c'est eux qui, si je ne m'abuse, je pense que c'est eux qui avaient éliminé l'Italie. C'est juste pour te dire. Okay. Mais ils n'ont pas éliminé l'Italie parce qu'ils sont forts. Ils ont éliminé l'Italie parce que les Italiens, ça ne tente pas de jouer. Bon. Et que comme les Italiens ne voulaient pas jouer, ben, qu'est-ce que tu veux? Dans le sport, c'est comme ça. Tu fais pas d'efforts, tu marques pas. Tu marques pas, tu gagnes pas. Puis généralement, tu perds. Fait que... Mais peu importe, là, pour l'Italie, on s'en fout, là, mais je veux dire, le Canada, écoute, c'est sa 3e participation à la Coupe du monde de soccer. Écoute, tu sais, comme ce qu'on appelle ce qu'on appelle en français les poules, c'est les group stage en anglais. Ouais. À chaque fois, tu as 3 matchs, tu as 3 games, puis là, c'est un système de points, puis sinon, après ça, tu passes... Ouais, les deux qui restent tu passes au tour... groupe passe, ouais. C'est ça, exactement. Tu passes au tour précédent, suivant, et au tour suivant, c'est un peu comme les séries, mais là, par contre, c'est juste une game, dans le sens que tu... en fait, c'est pas des séries, justement, mais en tout cas, je veux dire, si tu perds, t'es éliminé. Là, that's it. Puis parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes cette fois-ci. Hein? Cette année, il y en a 48, ce qui est beaucoup, moi, je trouve. Moi, je n'étais pas nécessairement favorable à un élargissement là, des équipes à 48, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Mais dans le fond, le Canada n'a jamais gagné un seul match en Coupe du monde. La première fois qu'ils ont marqué, c'était à la dernière Coupe du monde en 2022. Mais le Canada n'a jamais gagné. Donc là, on espère quand même aujourd'hui une première victoire contre la Bosnie, ce serait le fun. Écoute, regarde, merde, j'ai oublié. Je pense que c'est à Toronto. Je me souviens plus où est-ce qu'on joue, mais je crois que c'est à Toronto contre la Bosnie. Fait 15h, on espère quand même gagner. Tu sais, jouer à domicile, c'est important. Ben oui. Puis, on va se le dire, le Canada, dans le passé, n'a jamais eu une bonne équipe. Jamais. Il y a le soccer est quand même populaire au Canada. Le soccer féminin est extraordinaire. Puis moi, j'ai commencé à suivre le soccer féminin il y a déjà quelques années parce que, franchement, au Canada, il y a un très haut niveau de soccer féminin. Au niveau masculin, on a quelques équipes de MLS. Là, à Montréal, on a le CF Montréal, anciennement l'Impact. À Toronto, il y a le Toronto FC. Il y a une excellente équipe aussi, les Whitecaps de Vancouver. Et d'ailleurs, le meilleur joueur canadien, qui s'appelle Alphonso Davies et qui joue pour un très grand club européen qui s'appelle le Bayern de Munich en Allemagne, lui... C'est un gars originaire de Edmonton, mais qui a joué pour les Whitecaps de Vancouver. Ouais. Et il est très, très bon. Puis bon, ensuite, il y a d'autres très bons joueurs dans l'équipe Canada, là. Je t'avoue que je les connais pas tous parce que justement, ils sont un petit peu éparpillés puis ils jouent pas nécessairement tous dans des grands clubs. Puis moi, bon, je suis un fan de soccer, mais c'est sûr qu'il y a des clubs plus petits que je connais moins, là, mais quand même, j'en connais pas mal. Puis je les suis même sur les réseaux sociaux parce que je les trouve bons puis je les encourage. Alors aujourd'hui, je suis content quand même que le Canada joue. Puis écoute, j'espère une première victoire. Qu'est-ce qui arrive chez vous, là, est-ce que vous êtes plus Go Canada, Go Maroc? Moi, j'ai vécu le temps où il y avait la Grèce et la Colombie. Oh, wow! Donc là, ça, c'était un peu, c'était un peu difficile à gérer.
Il y avait Grèce et Colombie en Coupe du Monde? Je pense, oui, au dernier... Au dernier mondial, il y a eu... Ou celui d'avant, je pense. Je me rappelle pas. Ouais, parce que je pense pas que la Grèce a joué le dernier mondial, mais peut-être celui d'avant. Ouais, probablement celui d'avant. Là, où... écoute, comment ça se passe? Regarde, pour moi, c'est une évidence. Tout le monde est... ceux qui sont fiers d'être Canadiens, mais c'est ça, on rajoute maintenant le Canada, donc on a 3 équipes. Mais oui, mais parce que pour moi, le Canada, là, même s'il joue, je sais pas, moi, la pétanque, là, je vais être pour le Canada, c'est sûr. Je vais toujours être pour le Canada. Je veux toujours que le Canada gagne. Il y a des sports où le Canada est pas nécessairement très bon. Puis c'est le cas, par exemple, du soccer où il s'améliore beaucoup, mais tu sais, il est quand même très loin du niveau des autres équipes. Ensuite, évidemment, on peut toujours supporter l'équipe je sais pas moi, des pays dont on est originaire ou des choses comme ça, là. Moi, pour ma part, le Maroc a fait une extraordinaire Coupe du Monde en 2022, arrivé en demi-finale, a perdu contre la France qui est arrivée en finale. Ils sont 7e au monde dans le classement FIFA en ce moment. Je veux dire, c'est une très belle équipe, mais pour moi, c'est pas... Puis d'ailleurs, Coupe du Monde 2022, là, c'était horrible pour moi parce qu'il y a eu un match Canada-Maroc. Ouais! Parce que... Puis c'est sûr que là, ton cœur balance parce que... Mon cœur balance entre le Canada que j'adore, mais en même temps, je suis très fier de mes origines. Mais en même temps, tu le sais que le Canada va pas aller loin dans la compétition et tu sais que le Maroc va aller loin dans la compétition, en tout cas, tu l'espères. Donc, là, pour qui tu vas? Regarde, là, c'était horrible pour moi, ce match-là. Évidemment, je regarde... Bon, on a un ami commun, là, je nommerai pas son nom, qui m'avait dit, regarde, voilà du bon côté des choses. Peu importe qui gagne, t'es gagnant. C'est ça. Peu importe qui score un but, t'es comme, yeah, let's go! Ouais, c'est ça. Mais bon, regarde, je vais te dire, si demain, le Maroc jouait un tournoi mondial de hockey, là, il serait pourri, là, je veux dire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas 1-2 joueurs de hockey qui sont bons, là, mais d'une manière générale, je m'attends pas à ce que le Maroc gagne la médaille d'or olympique au hockey au prochain. De la même manière que je m'attends pas à ce que le Canada gagne la Coupe du monde de soccer, mais je veux quand même que le Canada fasse une belle performance. J'aimerais ça qu'ils passent le premier tour, là, donc les groupes, là, les poules. J'aimerais ça qu'ils passent ça. Puis après ça, écoute, s'ils arrivent à gagner des 16e ou même des 8e, ça serait formidable. Puis avec 48 équipes, ça veut dire aussi qu'il y a des plus petites équipes qui vont jouer cette Coupe du monde. Donc, Haïti, c'est une petite équipe, là, c'est pas une grosse équipe. Il y a quelques bons joueurs, by the way, mais je veux dire, d'une manière générale, il y a... Haïti, c'est sa 2e Coupe du monde, mais le Cap-Vert, là, Cap-Vert, c'est un pays africain, là, je pense qu'il n'a jamais espéré un jour jouer à la Coupe du monde, puis là, les voilà dans la cour des grands, puis il y a l'Ouzbékistan. Écoute, l'Ouzbékistan qui joue la Coupe du monde. D'habitude, là, quand tu parles de Coupe du monde, il y a eu 22 éditions. Je pense que c'est la 23e, si je ne m'abuse. Puis il n'y a jamais eu... il y a eu à peine 8 équipes sur 23 éditions. Il y a eu juste 8 équipes qui ont gagné. Parce que tu as le Brésil qui a gagné 5 fois, l'Italie qui a gagné 4 fois, l'Allemagne aussi, l'Argentine qui a gagné 3 fois, la France 2 fois, l'Uruguay 2 fois. Ouais. Puis ensuite, tu as l'Angleterre 1 fois et l'Espagne 1 fois. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pourrais te parler pendant 4 heures de soccer. Moi, je suis un fan de soccer, là, mais donc, voilà. On va aller dans l'autre match, là, le match de la politique au Québec. Tu l'auras vu, mon chandail du Canada, par exemple. Oui, exact. Ça, on va le montrer là. Un autre sondage cette semaine, Salim, Synopsis, la presse. On disait ça la dernière fois qu'on avait vu un sondage. On disait que, le Parti libéral, il doit commencer à faire un peu attention. Les chiffres montrent ou semblent montrer une pente descendante. Là, Synopsis, la presse qui vient rajouter à ça. Je sais pas si on peut dire que ça va mal pour le PLQ, mais de toute manière, ça va bien pour la CAQ. Mais
veut pas, quand il y a un parti qui grimpe, il y a un autre qui va perdre des plumes, c'est sûr et certain. Moi, je pense, puis on l'a dit la semaine passée ou la semaine d'avant, je me rappelle pas, ou peut-être qu'on s'enligne vers une course à 3, là. Tu sais, la campagne, évidemment, les chiffres, ils n'étaient pas encore là, mais d'après moi, ça a l'air qu'on de plus en plus de s'approcher à cette réalité-là où on sera tous entre 25 et 30%. Les trois grands partis. Tout ça pour dire que bravo pour la CAQ parce que on le disait depuis l'entrée en fonction de Mme Fréchette qu'elle avait réussi quand même bien d'arrêter cette descente de la CAQ qu'on voyait avec M. Legault. On a vu le parti reprendre pas mal dans les sondages. Ça ne veut pas dire que tout est beau non plus, là. Elle a eu 2-3 dernières semaines qui étaient quand même difficiles pour elle. On va en parler. Évidemment, c'est la fin de la session, donc il y a toujours une pression d'expliquer un peu le parcours là, du parti durant la session parlementaire. On va y revenir, mais tout ça spécifiquement pour le sondage. Le Parti libéral du Québec, il va avoir un grand défi parce que là, le Parlement ferme, de moins en moins de visibilité pour tous les élus et pour le parti. Donc, il va falloir se trouver une stratégie où M. Millard et ses troupes vont devoir aller chercher l'attention des médias, surtout l'été où il n'y a pas grand-chose qui se passe là, durant l'été. Là, on revient, puis on se lance directement en campagne électorale. Donc, je ne sais pas la marge de manœuvre qui existe pour le Parti libéral d'aller faire quelque chose. Et en même temps, juste ça n'a rien à faire avec le sondage, mais peut-être oui. On parlait la semaine prochaine et celle d'avant de candidature. Puis on parlait, tu sais, il y a des annonces, etc. Il reste quand même de compter à aller chercher. Puis moi, je vais lancer ça juste comme ça. Tu sais, on peut en discuter ou non, là, c'est pas grave, mais on va revenir au sondage. Les comtés qui restent à remplir, je ne sais pas si le parti a des candidatures potentielles ou s'ils parlent au monde ou s'ils attendent peut-être que le parti remonte dans les sondages pour aller possiblement chercher d'autres meilleures, entre guillemets, candidatures. Là, il va falloir bouger parce qu'avec des sondages qui baissent, tu risques même de perdre les personnes qui avaient peut-être souligné un intérêt, qui sont en attente d'avoir une réponse du parti. Donc, il y a un risque. Il y a un risque pour le Parti libéral du Québec. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je sais qu'André Fortin, en entrevue, il a dit oui, on le réalise, puis c'est le défi en ce moment. Rehausser l'image du chef. Il faut dire évidemment que Charles Millard, c'est le plus nouveau des chefs au Parlement. Donc, il y a une explication là aussi, mais c'est quand même un défi. Ça reste un défi pour eux. Et on va en parler parce que je sais que toi, je sais pas si tu m'as envoyé, moi, le message, si tu l'as posté dans tes réseaux sociaux. Le vote dans les non-francophones pour le Parti libéral du Québec qui descend. Tu sais, on parlait souvent du vote francophone, ça aussi, ça descend. Mais ça, c'est un peu logique. Il y a un parti qui monte, donc il va aller chercher l'appui des francophones, puis ça joue entre eux. Mais dans les non-francophones, c'était quasiment un territoire, je ne veux pas dire exclusif, mais où le Parti libéral du Québec avait quand même une priorité. Tu comprends? Il était quand même bien en avance des autres partis. Ça, c'est quelque chose, moi je pense que c'est un petit drapeau rouge, là. On doit se réveiller. Évidemment, d'après moi, c'est la première fois qu'on voit ça, donc on va voir si ça va continuer dans des sondages à venir. Mais c'est ça, oui. Dis-moi ce que tu penses. Écoute, en fait, c'est parce que tu as fait un très bon survol là, d'à peu près tout ce qu'il y a dans le sondage. On va peut-être juste donner les chiffres rapidement. Je pense que c'est 31 pour le Parti québécois qui n'a pas bougé. Me semble que c'était 25 pour les libéraux qui, je pense, de mémoire, c'était moins 5, a perdu 5 points. C'est plus 3 pour les caquistes qui sont à 21%, 12% pour le Parti conservateur, 11% pour Québec solidaire qui remonte un petit peu. Remonté, ouais. Et puis, bien sûr, ne se prononce pas, 1%. Écoute, je pense que tu l'as dit, c'est sûr que d'emblée, le sondage nous montre que le Parti québécois, et on dirait qu'il est arrivé à la fois à un plafond
et un palier où il descend pas. Tu sais, on dirait que c'est assez stable. Genre, son électorat, là, en tout cas, les intentions de vote en faveur du Parti québécois, là, il n'arrive pas à percer pour aller plus loin. Il n'arrive pas à descendre. Et la seule manière pour lui de percer, c'est d'abandonner la souveraineté, chose que M. Saint-Pierre Plamondon avait déjà indiqué qu'il ne ferait pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas ce sondage-là, mais c'est le sondage léger qui a été effectué il y a peut-être 2 semaines ou une affaire de même. On en avait parlé. Donc ça, pour le Parti québécois, on dirait qu'ils sont là, ils ne sont pas capables d'aller plus haut. Évidemment, tu peux toujours aller plus bas, mais ils vont pas plus bas non plus. Le Parti libéral, c'est sûr, il baisse de 5 points. C'est quand même... 5 points, c'est quand même majeur comme baisse. On va voir ce que les autres sondages vont dire, mais pour le moment, voilà, c'est 25. Moi, je te rappelle, Georges, on l'a dit assez souvent, pour le Parti libéral du Québec, être dans la zone payante, c'est être à environ 25% chez les francophones. Pas à 25% au national. Là, il est à 25% au national. Donc, chez les francophones, il n'est qu'à 16%. Puis honnêtement, 16%, ça veut dire qu'il y a bien des circonscriptions que le PLQ aurait pu espérer remporter, qu'il ne remportera pas. Parce qu'à 16%, chez les francophones, c'est sûr que tu fais pas de grosses percées. Donc, au moment où on se parle, sincèrement, là, les résultats de ce sondage-là sont pas bons. Puis c'est pas juste parce que il est à 25 au national et 16 chez les francophones, mais c'est parce que tu vois aussi une montée de la CAQ qui, elle est plus trop loin, à 21%, sauf que, voilà, la CAQ, elle, chez les francophones, elle score plus fort. J'ai oublié le pourcentage exact, là, mais quand même, pas pire. 24. Bon, c'est pas pire. C'est pas pire. Donc, c'est sûr que pour un parti de gouvernement qui forme le gouvernement en ce moment, c'est pas nécessairement très bon, mais c'est pas pire comparé à il y a quelques semaines où la CAQ n'était même pas sur les radars des agrégateurs de sondage qui te disaient on pense même pas qu'ils vont faire élire un député, là, tu comprends? Donc là, c'est pas si pire. La CAQ aussi, une autre statistique qui est super intéressante et super importante, la CAQ, elle est première dans la région de Québec. Oui. Et ça, c'est pas pire du tout. Parce que ça, franchement, là, région de Québec, première derrière... Première devant le Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui est pourtant dans une région qui lui est quand même très favorable. Et devant aussi le PQ troisième. Alors, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand le shift favorable au PQ avait commencé dans la région de Québec. C'est dans la région de Québec où le PQ avait pris la tête des sondages avant de prendre la tête des sondages au national. Donc, tu te souviendras, c'était quand on venait à peine de commencer le podcast, il y a environ un peu plus de 3 ans de ça, au printemps 2023, fin de l'hiver, début du printemps 2023, à cause de l'histoire là, du troisième lien, exact. On avait vu un shift complet dans la région de Québec. Un shift qui a été confirmé par l'élection de Pascal Paradis qu'on a reçu ici, qui est député donc de Jean Lesage, de Jean Talon à Québec, un comté qui n'avait jamais élu un péquiste auparavant, même pas quand le PQ formait le gouvernement. Exact. Donc, là maintenant, le PQ se retrouve troisième dans la région de Québec. Donc, tu sais, ça dit quand même quelque chose. Pour moi, ça dit que les jeux sont ouverts. Même si le sondage d'aujourd'hui, d'il y a 2 jours, là, mais qu'on commente aujourd'hui, s'il venait à s'avérer, t'aurais quand même un gouvernement majoritaire péquiste, et je sais pas trop qui formerait l'opposition officielle. Je sais même pas si ce serait les libéraux en réalité, parce que à 16% chez les francophones, quand la CAQ est à 24%, les seuls gains que le PLQ pourrait faire, c'est que si dans certaines circonscriptions, la CAQ et le PQ se cannibalisent entre eux, puis que le PLQ passe entre les deux. Mais même à ça, honnêtement, je suis pas nécessairement très optimiste. Franchement, là, je te le dis, c'est pas du pessimisme. J'essaye pas de spinner négativement ou quoi que ce soit, mais je le dis, je crois que y a un gros été devant les libéraux s'ils veulent être compétitifs.
Parce qu'on dit une course à 3. Oui, parce que à 31, 25, 21, avec un peu de temps qui arrive... Mais c'est pas juste ça, Salim. C'est que si, durant une période électorale, de voir un changement de 2-3%, on l'a déjà vu, ça arrive. Donc, si ce 2-3%-là passe du PQ à la CAQ ou, je sais pas, on parle hypothétiquement, on se retrouve soudainement dans la marge d'erreur, les trois ensemble, tu comprends? Ben, moi, je te dis, si il y a un transfert de vote du PQ vers la CAQ, honnêtement, pour moi, ça voudrait dire que la CAQ, elle est en train de renaître complètement, parce que là, pour le moment, la CAQ, elle se dispute surtout un électorat, j'ai presque envie de dire libéral, là, en tout cas qui a indiqué qu'il était plus libéral dans les dernières semaines, derniers mois, là. Je pense que la CAQ, la meilleure nouvelle que la CAQ pourrait avoir d'ici les prochaines élections, c'est s'ils arrivent à prendre 1 ou 2 points directement des électeurs péquistes, se disent péquistes. Ouais. Puis c'est probablement ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils attendent, surtout que je comptais en parler un peu plus tard, mais je vais le dire maintenant puisque le lien est important. Mais dans ce même sondage-là, au-delà des intentions de vote, la souveraineté indique que 70% des Québécois n'en veulent pas. 70%. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore bien entendu, 70% des Québécois ne veulent pas se séparer du Canada. Il y a 30% des gens qui disent que oui, 70% qui disent non. Alors, tu comprends que quand tu as autant de gens qui veulent pas quitter le Canada, qui veulent pas se séparer du Canada, mais que le PQ est en haut des sondages, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'électorat potentiellement péquiste, il y a énormément de gens qui ne veulent pas se séparer. Ouais. Et donc, ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir aussi des gens qui pourraient vouloir quitter le PQ de peur d'avoir à subir et à vivre les déchirements autour d'un référendum. Déjà d'une manière générale et particulièrement dans un contexte d'instabilité économique, etc. Un dernier truc, là, un dernier élément d'analyse, là, si tu veux. Il y a beaucoup de gens, j'entendais beaucoup de commentateurs là, sur toutes les chaînes de télé, de radio, etc., dire qu'il y aurait dans l'augmentation, c'est-à-dire dans l'amélioration des chiffres du PLQ des dernières semaines, derniers mois, un effet Carney. À un moment donné, le PLQ était même 1 point devant. Il y a eu un sondage où le PLQ était seul en tête, 1 point devant le PQ. Et qui était même dans d'autres sondages à égalité statistique avec le PQ. Et beaucoup de gens disaient, oui, mais ça, c'est la marque libérale ou le brand, quand tu entends libéral, et c'est grâce à Carney au fédéral. Mais lui, au fédéral, ça va toujours bien pour lui. Donc, pourquoi au provincial? Non, oui, mais ça va bien, mais c'est-à-dire tout le monde ne confond pas les deux partis. Là, donc, alors, il y a un certain nombre de personnes qui te disent, regarde, il y a des gens qui vont voter libéral au provincial parce que Carney est populaire. En passant, il a baissé dans le dernier sondage, mais c'est correct. Donc, les gens qui disaient qu'il y avait un effet Carney qui était favorable au Parti libéral du Québec, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord parce que moi, je le vois plus en recul qu'en avance. Puis moi, j'ai envie de dire, la CAQ, avec Mme Fréchette, qui a l'air d'être très populaire, elle tire son parti vers le haut. Elle est plus populaire que son parti, Mme Fréchette. Pourquoi? Elle a eu beaucoup de visibilité dernièrement parce qu'elle est devenue la nouvelle PM, donc c'est elle qu'on voit, c'est elle qu'on entend, puis les médias étaient beaucoup autour d'elle, donc c'est sûr qu'elle a gagné énormément en visibilité, mais elle a aussi fait beaucoup d'annonces, des annonces intéressantes, notamment avec le fédéral. On a parlé du 10 milliards la semaine dernière, mais c'était pas le seul. Lorsqu'elle est allée à Washington, c'était une passe sur la palette du fédéral aussi, parce que ne rencontre pas qui veut, même si tu es le premier ministre ou la première ministre du Québec, le négociateur en chef des États-Unis, de l'administration Trump.
les autres passent sur la palette qu'il y a pu y avoir aussi du fédéral. En tout cas, moi, je trouve que M. Carney puis Mme Fréchette s'entendent bien et exposent leur bonne entente dans les médias. Donc, moi, j'ai l'impression que s'il devait y avoir un effet Carney, il l'a pas sur le PLQ. L'effet Carney, il l'a sur Mme Fréchette. Ouais. Et puis, regarde, il y a des gens qui disent « Ouais, non, mais ça marche pas, Salim, ce que tu dis. » Parce que je discute avec d'autres personnes, là, pas juste avec toi, Georges. Mais il y a d'autres personnes qui me disent « Oh non, ça marche pas, je suis pas d'accord avec toi, Salim. » Tu sais, quand même, les libéraux fédéraux et les libéraux du Québec sont pas nécessairement les mêmes libéraux, mais il y a beaucoup de vases communicants, c'est vrai. Idéologiquement sont plus proches. Ils sont pas similaires, ça encore une fois, ils sont très distincts, ceux du Québec versus les fédéraux, mais idéologiquement, ils sont proches. C'est vrai, mais tabarouette, c'est de la politique. Carney, s'il aime Fréchette, il aimera pas Fréchette parce que c'est une caquiste. Il aimera Fréchette simplement parce que, c'est un réflexe défensif plus qu'un réflexe offensif. C'est pas un amour naturel, tu vois. Mais par contre, c'est genre, bon, ben regarde, Fréchette, elle fait mon affaire en ce moment. Donc, je suis bien gentil avec elle. Mais si les libéraux gagnent, je serai content, tu sais. C'est sans doute ça que Carney doit se dire, c'est tout, là. Mais, tu sais, alors, en tout cas, c'est beaucoup de choses dans ce sondage-là, mon cher. Juste pour revenir à Charles Milliard et des éléments qui pourraient expliquer un peu pourquoi ça s'améliore pas. On voit une section où ils ont pris des qualificatifs associés aux différents chefs de parti. Donc, ça, on parle, par exemple, d'incompétence, inspire la confiance, faire preuve de leadership, plein d'affaires de même. Et nulle part. Charles Milliard, il nulle part, reçoit aux environ entre 10 et 12%. Et ça explique franchement le fait que les Québécois ne le connaissent pas. Ils savent pas c'est qui. Ils savent pas c'est qui Charles Milliard. Donc, c'est ça le défi. Puis, je suis d'accord avec André Fortin quand il dit, notre défi, c'est de le faire connaître. Donc, comment qu'ils vont faire, je sais pas. Mais c'est des indicatifs qui, moi, me montrent que, oui, effectivement, les gens ne le connaissent pas. Donc, quand on parle de... 37% déjà dans ce sondage-là, 37% des Québécois ne savent pas qui il est. Ouais. Puis, tu sais, veut pas, Georges, on va se le dire... tu sais, souvent, des personnes qui ont un très bon bagage ont une mécanique intellectuelle parfois un petit peu complexe et donc ça vient avec un tas de nuances, un tas de choses, puis ça peut être parfois un peu compliqué. Puis moi, j'ai rien contre les nuances, au contraire, je pense que c'est extrêmement important et plus aujourd'hui que jamais, mais parfois, ça complexifie un message politique. Et par exemple, il y a des gens qui n'ont pas trop compris sa position sur la clause dérogatoire. C'est peut-être clair dans son esprit, dans sa tête, et je ne doute pas que ce le soit. Puis c'est pas parce que c'est nuancé que c'est pas bon. Au contraire, si c'est nuancé, ça veut dire que, en tout cas, ça veut dire qu'il y a une espèce d'effort et que tu sais où est-ce que tu veux t'en aller. Sauf que il y a une différence entre savoir où est-ce que tu t'en vas et que les électeurs comprennent où est-ce que tu t'en vas. Et moi, je pense qu'il y a eu des opportunités manquées et du temps perdu dans les dernières semaines. C'est vrai que M. Milliard n'est pas arrivé dans les meilleures circonstances. Il est arrivé suite à comment dire, il a repris un parti politique qui déjà à la base était dans un mauvais état, puis en plus après comment dire le départ de Pablo Rodriguez dans des circonstances particulières, disons, hein, pour le moins c'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, il y a ça, puis ces opportunités de visibilité, il faut qu'il soit en mesure de capter l'imaginaire des gens, de l'électeur, et d'arriver à se définir, puis que l'électeur se dise « Ah, OK, c'est pour ce gars-là que je veux voter. »
Mais il faut... moi, je pense que ça... Je sais pas. Son plan de communication, je sais pas. D'abord, je sais pas s'il a un plan de communication. Je sais pas s'ils ont un plan de communication. Puis je parle pas de plan de communication comme pour une entreprise, là, mais tu sais, genre, un plan de visibilité ou de communication politique d'un chef politique pour le définir, avoir des réponses sur tout. Hey, est-ce que vraiment on attend quelques semaines, quelques mois avant les élections pour avoir une position sur la clause dérogatoire? C'est une position qu'il aurait dû déjà avoir pendant sa première course à la chefferie. Ouais. T'arrives pas ici maintenant pour commencer à y penser, si tu veux, là, tu sais, quand c'est arrivé. Là, évidemment, je parle pas d'aujourd'hui, là, mais il y a quelques semaines, quand ça a été un problème. Ces affaires sur la langue, ces affaires sur la laïcité. Tu sais pourquoi je parle de ces sujets-là? Pas parce qu'ils sont les plus importants. Parce que pour moi, les plus importants, Charles Milliard veut en parler. Il n'arrive pas à l'imposer. Il n'arrive pas à l'imposer dans le débat politique. Mais, c'est-à-dire, c'est l'économie. Tu sais, entre autres. Mais principalement l'économie. Il n'arrive pas à l'imposer. Mais il n'arrive pas à l'imposer parce qu'il n'en a pas de position. Ben, c'est pas qu'il n'en a pas, mais elles coulent pas de source, ces positions sur les questions identitaires. C'est des choses qu'on veut... En fait, on veut ménager la chèvre, le chou, etc. Non, tu sais, prends un chemin. Prends un chemin. Puis dirige-toi vers le chemin, vers ton objectif. Là. Puis, puis ta boussole, c'est tes valeurs. L'autre chose qui m'a frappé aussi, puis on va passer ça très rapidement, mais c'est quand même un peu comique, dans les intentions de vote pour le meilleur premier ministre, on a un beau 23% de je ne sais pas. En deuxième place, première place, Paul Saint-Pierre Plamondon, 24%. Deuxième place, aucun. 23%, on ne sait pas, je ne sais pas. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme quand tu penses, là. Presque un tiers des gens qui ont répondu au sondage, je sais pas, là, qui pourrait être mieux comme premier ministre. C'est quand même... c'est quand même spécial, mais ça donne quand même un beau terrain d'aller chercher des appuis potentiels. Là, tu comprends? 24% des gens, là, t'as amplement de gens que tu peux aller chercher. La question, c'est est-ce que tu vas le faire et comment? Ben oui, c'est ça c'est certain. Mais écoute, tu l'as dit, Georges, il reste aujourd'hui, pas juste à la session parlementaire, à la législature au complet. Donc, on s'entend, il n'y a plus de visibilité parlementaire ou paraparlementaire à avoir. On rentre dans une période estivale doucement mais sûrement. Habituellement, à partir du 1er juillet, les Québécois mettent leur cerveau à off de la politique. Parce que, pour des raisons évidentes, là, toute l'année, les gens sont au travail fort, etc. Puis là, c'est l'été, les gens veulent profiter. Certains prennent des vacances, pour ceux qui peuvent, en tout cas, etc. Et pendant l'été, c'est rare que tu sois en mesure de faire de gros gains. Donc, les politiciens, oui, doivent être sur le terrain, doivent aller faire. On a parlé des barbecues, des épluchettes de blé d'Inde, des diverses activités estivales qu'il peut y avoir et qui offrent de la visibilité. Mais tu sais, même quand tu vas dans un parc, puis qu'il y a une activité, puis que quelqu'un te donne un micro, puis que tu es capable de parler 5 minutes aux gens qui sont là, etc., là, les gens, même s'ils te trouvent bien sympa, bien cute, là, leur tête, elle est dans profiter. Là. Ils ne sont pas dans réaliser l'importance de quoi que ce soit. Là, t'sais. Donc pour moi, des gains politiques pendant l'été, c'est rare. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'effort d'aller les chercher, mais c'est rare. Moi, j'y crois pas beaucoup. Ensuite, la campagne électorale. Tu sais, je pense qu'on surestime beaucoup ce qui peut se passer dans une campagne électorale. Oui, c'est vrai, on dit que tout peut arriver dans une campagne électorale, puis je suis d'accord. Mais même le tout qui peut arriver est généralement basé sur quelque chose d'existant. Tu sais, c'est pas... ça sort pas
complètement d'ailleurs. Là, tu comprends ce que je veux dire, là? Tu sais, je te donne un exemple. On dit que tout pouvait arriver. Si on prend l'élection auquel personne nécessairement s'attendait en 2014, c'est-à-dire celle de Philippe Couillard, non pas parce que Philippe Couillard avait pas la sympathie ou quoi que ce soit de la population, mais parce que le PQ, ça faisait 18 mois qu'il était au pouvoir et que Mme Marois était quand même relativement... en tout cas, était quand même populaire suite à Lac Mégantic, etc. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Puis elle était en avance dans les sondages. Puis la charte des valeurs était son argument marketing premier. Et la charte des valeurs était quand même relativement populaire, surtout dans le vote francophone, en région, etc. Et il y a eu le point levé de M. PKP, M. Pelado, je veux dire, pardon. C'est sûr que là, on a vu une inversion. Donc, et puis finalement, les libéraux ont gagné, puis ont gagné majoritaire. Ouais. Mais juste, on peut se dire quelque chose, là, Georges. Ça rentre dans... Cet exemple que je viens de donner, là, il rentre dans la catégorie on peut s'attendre à tout dans une élection. Mais à la base, les gens savaient bien que PQ, c'est une possibilité d'un référendum. Les gens le savaient déjà. Donc, il y avait une base de réflexion quelconque. Tu sais. Aujourd'hui, elle est où la base de réflexion? Parce que sur quoi ça va se jouer? Tu sais, quand on dit que tout peut arriver dans une élection, admettons que ça se joue encore une fois sur souveraineté ou fédéralisme dans un cadre. Moi, je pense que c'est là où on s'enligne. Si c'est ça qu'on s'enligne, ouais, mais tu sais, c'est parce qu'avant, tu avais le PQ qui était le camp du oui et le PLQ qui était le camp du non. Mais oui, mais aujourd'hui, tu as la CAQ qui te dit, moi, c'est oui, ni oui, ni non, c'est pas de référendum. Donc, d'une certaine manière, c'est un non maintenant. Tu sais? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je pense qu'on s'enligne vers ça. Le parti qui est en première place, c'est un parti souverainiste qui martèle continuellement qui veut faire un référendum, quoi qu'en disent les sondages. Dans un premier mandat. Dans un premier mandat. Là, on sait, on voit les sondages, il y a une très grande partie de la population qui en veut pas. Et comme tu t'as bien dit, ça fait partie des gens qui appuient aussi le PQ qui en veulent pas. Et c'est ça la clé, je pense, dans cette élection-là. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont quand même voter PQ et dans un possible référendum voter non? Ou est-ce qu'ils vont simplement dire, tu sais quoi, c'est plus fort que moi, je veux pas le référendum, je vais aller à la CAQ. Donc, la discussion qu'on vient tout juste d'avoir. Donc, ça, c'est l'élément, je pense, qui peut bouger, qui peut faire changer un peu la balance. Mais je pense sincèrement que oui, la campagne va être concentrée sur la séparation du Québec. Et on l'a mentionné aussi la semaine passée et celle d'avant, avec le référendum en Alberta qui tombe le même mois que l'élection ici au Québec, on ne pourra pas éviter cette discussion-là. Donc, même si M. Plamondon va vouloir peut-être se concentrer sur d'autres choses que la séparation, parce qu'il doit le faire. Son plan, c'est pas juste on va séparer le Québec du Canada. Son plan, c'est il y a un plan économique, il y a un plan social, il y a un plan culturel, il y a un plan, tu sais, en éducation. Il va vouloir en parler de ces choses-là. Sauf que je pense que la campagne référendaire en Alberta va dérailler sa campagne. Et là, on va voir comment les choses vont se jouer. Je suis d'accord avec toi et pas d'accord en même temps parce que, oui, les élections sont pas mal préétablies. On sait où tout le monde se campe et on va voir les propositions qu'ils vont faire. Mais en même temps, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, le point de pick-up. T'as bien dit ça, là, à la campagne de 2014. Le PQ était premier dans les sondages. Oui, il y avait toute l'histoire de la Charte des valeurs. On le savait. C'était annoncé bien avant les élections aussi, la Charte des valeurs. C'est pas quelque chose qui est venu durant les élections. On savait dans quoi on s'enlignait. Et malgré tout ça,
le PQ était premier dans les sondages. Donc, ça a vraiment pris le point dans les airs et le Québec libre de M. Pellado pour vraiment faire basculer le tout. Donc, oui, c'est venu de n'importe où. Donc, il faut faire attention parce que oui, il y a un plan. On rentre pas en élection juste comme ça. Regarde, on va voir ce qui va arriver. Non, il y a une préparation, il y a un plan, il y a une structure, il y a des équipes. C'est structuré une campagne électorale. Mais, tu sais, M. Couillard est allé à la radio en 2018 pour dire qu'on peut faire notre épicerie avec 70$ par semaine. Ça, c'était pas prévu dans leur plan de communication. Les oppositions en ont profité. Je dis pas que c'est... Je dis pas que c'est ça qui a fait perdre les élections, mais à une semaine du vote, ça a occupé pas mal les nouvelles. Tu comprends? Ou une semaine et demie, je me rappelle pas. Là, c'était vers la fin de la campagne. Plein de choses peuvent arriver. On le voit au fédéral. Au fédéral, tout l'effet Trump. On le savait, évidemment, c'était là. Mais il y a plein de dynamiques qu'il faut prendre en contexte. Mais je suis d'accord avec toi. La seule chose que je dis, c'est que quand on dit tout peut arriver dans une campagne électorale, c'est vrai que tout peut arriver. Des choses qu'on n'attend pas. Quelqu'un qui se casse la figure, quelqu'un qui ceci, quelqu'un qui cela. Mais les effets de ce qui peut se passer dans une campagne électorale, c'est pas basé sur du vent. Il y a quelque chose. Tu sais, donc, par exemple, si tout d'un coup, admettons, l'économie devient la chose la plus importante de la campagne électorale, tu sais, il faut que l'électeur soit en mesure de se dire, OK, tel parti est le parti de l'économie à mes yeux. Alors, certains vont penser que c'est la CAQ, peu importe la raison. D'autres vont penser que c'est les libéraux, peu importe laquelle la raison. Mais si tu ne fais pas l'effort de te définir et de frapper l'imaginaire ou de capter l'imaginaire de l'électeur avant, et c'est pas par magie qu'ils vont se dire tout d'un coup « Ah, OK, ben ça va être les libéraux ». Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il faut qu'il y ait une base sur donc oui, tout peut se passer. Mais c'est pas tout peut se passer, genre le scénario qui était à 0,0% de chance de se passer va arriver. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, mais par contre, quand tu dis que tout peut se passer pour un scénario qui est à 5%, 5% c'est faible, mais il y a quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc... Non, je comprends. Passons à, comme tu as dit, c'est la dernière semaine de la législature. Après ça, le Parlement ferme, puis on va avoir un nouveau gouvernement. Que ce soit la CAQ, le PQ, les libéraux, ils ont besoin d'un miracle pour gouverner, je pense. Mais en tout cas, n'importe quoi peut arriver. Mais tout ça pour dire la session termine. C'est la fin, la fin de la session. Donc les partis aujourd'hui, ce matin, ils ont fait leur bilan avant la période de questions. Qu'est-ce qu'on retient? Moi, je pense, Salim, les libéraux, ils font un bilan sur un mandat quand même. Je sais pas quoi dire. C'est difficile de qualifier les libéraux parce que ils ont commencé en 2022 avec des bouleversements. Ils ont eu une campagne au leadership qui a abouti à des bouleversements. Il y a un nouveau chef qui rentre après tout ce chaos-là, qui n'arrive pas à convaincre l'électorat qu'il est l'homme de la situation. Puis là, la session termine, puis on s'enligne vers des élections. Je peux pas voir comment cette session-là a été positive pour les libéraux. Ils ont dû traverser pas mal de vagues à l'interne. Et oui, je pense que peut-être les 2 dernières années, mais c'est pas à cause du chef, parce que on va se dire la vraie chose, il n'y a jamais eu de chef. Il n'y a jamais eu cette constance-là dans le caucus libéral. C'était littéralement les députés eux-mêmes qui ont pris en charge de leur caucus, je pense, selon moi. T'es un peu sévère, mais je te comprends. C'est-à-dire, je comprends ce que tu dis. Moi, je trouve quand même que t'es
petit peu sévère dans le sens que... Mais il n'y a pas eu de constance. Salim, il y a eu... Si c'était pas pour Marc Tanguay, par exemple, c'est lui qui a pris le leadership. C'est ça. Justement. Mais moi, quand je parle de chef, je parle d'une figure qui mène le parti de la façon traditionnelle. Mais... Ben oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire... Non, mais regarde, partons du commencement. Tu as raison de parler de l'élection 2022 où ça a été calamiteux, catastrophique. Puis moi, pour moi, ce qu'il y avait de plus catastrophique dans toute l'histoire du parti, c'est justement la période pré-2002, là, 2020-2002. Là. En tout respect pour Dominique Anglade, qui est une femme brillante et intelligente, mais cette période-là, pour tout un tas de raisons, des raisons dont elle est responsable, d'autres où elle est moins responsable, mais au final, ça a donné un résultat absolument catastrophique, mais catastrophique. Puis je pense qu'il n'y a personne qui le dit assez que c'est catastrophique parce que le brand est si fort, parce que les gens croient tellement dans ce parti qui a 158 ans d'histoire, etc., qu'on ne se rend pas compte à quel point le manque de préparation à cette élection. Il n'y avait pas de candidat la veille des élections dans des comtés comme Lapinière, qui était un comté sûr, etc. Puis il fallait trouver quelqu'un en catastrophe à la toute fin, etc. Tu sais, et je parle de Lapinière, mais il y en avait d'autres, là, des comtés. Tu sais, ça a été catastrophique. Bon, il est parti dans les circonstances qu'on sait, là, une gestion de caucus un peu chaotique avec l'affaire Marie-Claude Nichols. Arrive Marc Tanguay comme chef intérimaire. Un Marc Tanguay qui avait probablement de l'ambition, même de diriger ce parti-là comme chef. Mais disons que c'était le seul, parmi les 20 députés libéraux qui restaient, qui était capable de prendre l'intérim. Il a pris l'intérim. Il a fait tout un travail d'intérim assez intéressant, jusqu'à temps qu'une collègue... lui mettre de la pression dans les médias pour qu'ils disent que s'il fait l'intérim, il ne peut pas aller à la chefferie. Donc, il n'a pas pu aller à la chefferie. Donc, tu sais, il y avait aussi des guéguerres internes quand même pas mal. Donc, Marc Tanguay a dû aussi composer avec un caucus de députés plus anciens, d'autres qui étaient vraiment des novices. La majorité, c'était des recrues. Ben, la moitié. C'était moitié-moitié. Moitié-moitié. Je pense, une personne près, c'était moitié-moitié, genre littéralement. Et puis, on va s'entendre que même parmi ceux qui se faisaient réélire en 2022, certains n'avaient qu'un seul mandat. Hein. C'était pas tous des André Fortin qui avait fait 2 mandats ou Philomena Rotiroti qui en avait fait, je sais pas moi, 3 peut-être, là, ou 4 même, si on compte le minoritaire. Ouais, c'est ça, elle est rentrée en 2008. Ou Marc Tanguay, lui, en 2012, il y a 14 ans, s'est fait élire. Donc, tu sais, ils n'étaient pas tous au même niveau, là, tu sais. Puis là, Marc Tanguay a dû quand même composer avec ça. Bon, Marc Tanguay a essayé de trouver une espèce d'équilibre, qui était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Mais au final, il a réussi à le trouver. Sincèrement, là, il y a, à un moment donné, les libéraux avaient trouvé une vitesse de croisière. On a eu l'occasion, toi et moi, de le dire sur le podcast. Tu sais, la première année était difficile. Les 2 suivantes, ils étaient solides. Et ils étaient solides, mais sans chef. Exact. C'est là que je rejoins ton point. Ouais. Et là où je rejoins ton point, c'est que c'est sûr que... quand je dis sans chef, ils avaient un chef intérimaire, mais je veux dire... Mais c'est pas un vrai chef de parti. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment littéralement le caucus qui a pris les choses en main, puis on dit, regarde, let's go, guys. Come on. Oui, c'est ça. Mais attends, regarde, dès lors, et ça je l'avais dit à l'époque sur le podcast, là, dès lors qu'un parti qui se cherche un chef a un chef, il monte dans les sondages. La preuve, Charles Milliard, pas connu, il arrive, le PLQ est premier dans les sondages. Voyons, il n'est pas premier dans les sondages. Le PQ est premier dans les sondages et le PLQ monte dans les sondages au point, à un moment donné, d'être à égalité statistique avec lui. Avec un chef inconnu. Donc, il suffisait déjà à la base d'avoir un chef. T'sais? Donc, imagine si le PLQ avait eu un chef en, disons 2024, fin 2024, puis qu'il lui reste, puis qu'il serait monté dans les sondages, il serait à 25% comme aujourd'hui, là.
il y a de ça 2 ans. Tu travailles, t'as le temps de travailler sur ta visibilité. Ouais. T'as le temps de travailler sur. Tu sais. Mais non, tu sais, finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que... Non, je trouve dommage aussi que ce travail-là qu'on a vu Marc Tanguay faire avec son équipe a tout disparu. Tu sais, on est tombé avec toute l'affaire de Pablo Rodriguez. Tu avais tout ce beau travail-là qui a été fait, qui a mené à la course à la chefferie d'un jour à l'autre, disparaître complètement. Là. C'était fou de voir à quel point tout le travail, du jour au lendemain, c'est fini. Mais oui, mais attends, Pablo Rodriguez était chef du parti, puis il a nommé Marois Risky quasiment vice-chef. Peut-être qu'il aurait dû garder Marc Tanguay, parce que quand Mme Risky est arrivée, tout a changé à l'intérieur. Salim, je ne dis pas qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Moi, on est là et on regarde ce qui s'est passé. Donc, c'est dommage parce que tout ce beau travail-là est abouti et ont dû tout refaire. Oui, mais attends. Regarde, ultimement, le chef est toujours responsable. Donc, on pourrait dire que pendant le peu de temps que Pablo Rodriguez aura été chef, bon, ben oui, il était responsable. Après tout, c'est lui qui a mis qui il voulait là où il voulait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le travail parlementaire, parce qu'on parle de session parlementaire et de législation, etc., ben, le travail parlementaire, à ce moment-là, était assuré par la chef parlementaire qui était Marois Risky, puis qui a fait les choix qu'elle voulait. Elle a mis qui elle voulait dans les voyons, comment on appelle ça, les officiers, choisi les officiers, elle a choisi le staff, elle a remanié le staff. Tu sais, je veux dire, bon, là, je suis pas en train de te dire c'est sa faute. Je suis juste en train de dire c'est pas juste la faute de Pablo Rodriguez, même si ultimement, ben, c'est comme ça que ça se passe, même dans une équipe de hockey. Même si les joueurs jouent mal, même si tu as un joueur qui joue très mal, au final, si tu perds, c'est l'entraîneur souvent qu'on fait sauter. Là. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec lui. Dans d'autres circonstances, on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails-là. Mais oui, je suis d'accord avec toi que l'espèce de stabilité que Marc Tanguay était arrivé à mettre avec l'arrivée de Pablo Rodriguez, avec son tandem avec Marois Risky, ben ça, en tout cas, de l'extérieur, là, en tout cas, parce que oui, d'accord, je peux avoir un peu d'informations qui me vient ici et là, mais tu sais, de l'extérieur, c'est un peu ça qu'on a vu. Alors, ensuite, t'as Charles Milliard qui arrive après ça, là, tu sais. Comme disent les Anglais, there's so much you can do. Ouais, je comprends. C'est pas facile, là. Non, tu reprends un parti qui est dans un sale état, qui est en pleine crise de leadership, avec des enquêtes ici et là, etc. Puis, il n'y a pas de candidat. Il faut que tu ailles chercher les candidats. T'as pas de notoriété, il faut que tu ailles bâtir une notoriété. Tu as besoin d'être au Parlement parce qu'il faut que tu y mettes ta touche aussi, puis ta couleur, et pas faire l'erreur justement qu'a fait Pablo de laisser les clés du Parlement à une personne dans le caucus, puis that's it, là, tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu sais, honnêtement, le travail n'est pas facile. Bon, maintenant, on peut toujours critiquer, tu sais, on l'a fait tantôt, on ne reviendra pas, mais tu sais, les occasions manquées, le temps perdu, etc. Enfin bref, le fait qu'on n'a pas nécessairement l'impression qu'il y a un plan, à mon sens, ils ne sont pas assez dans les médias, ils ne parlent pas assez de monde, ils ne spinnent pas assez de monde, en passant, ils ne prennent pas de conseils. Ils prennent pas de conseils de quiconque ni de personne, là, tu sais. Alors que, tu sais, d'autres chefs et équipes autour de chefs auparavant prenaient beaucoup de conseils, hein. La gang autour de Couillard lui-même allait prendre des conseils d'anciens, etc., d'anciens conseillers, d'anciens parlementaires, etc. Jean Charest lui-même a connu des difficultés. En 98, il est allé chercher un monsieur qui s'appelle Ronald Poupard, qui était le directeur des communications de Robert Bourassa auparavant. Puis après ça, quand il a recommencé à avoir du souci, il est allé chercher Michel Bissonnette et John Parisella. Tu sais, je veux dire... C'est important, mais en ce moment, c'est pas le sentiment. Il y a pas t'as le sentiment qu'il n'y a pas de consultation. Ils ne consultent pas.
Et bon, voilà. Ensuite, c'est facile pour moi de dire ça sur le ton de la critique, mais en tout cas, j'essaye de pas être critique, mais en tout cas, ce sont des constats que je fais. C'est peut-être pas les constats que certains voudraient que je fasse, mais ce sont les constats que je fais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Même scénario, je pense, pour Québec solidaire aussi. Un mandat quand même très difficile. Eux aussi avec des défis particuliers en termes de leur leadership. Des petites chicanes à l'interne. On a vu des démissions. On a vu des livres qui ont été publiés. En tout cas, le départ de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé, qui étaient quand même des figures très importantes au parti, qui avaient une influence particulière. Une nouvelle vague qui rentre avec Rouba Ghazal et Sol Zanetti. Moi, je regardais leur conférence de presse ce matin pour leur bilan. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours un réflexe de regarder Gabriel Nadeau-Dubois. Il a pas l'air content, ce gars-là. Tu sais, il est là, puis il regarde, il écoute, puis il a aucune expression. J'ai comme envie de dire que, tu sais, il a envie de quitter. Il a envie que cette session-là termine pour qu'il aille faire autre chose. Il a pas l'air de vouloir être à cette place-là. Ça paraît, je pense. Ça paraît. Tout ça pour dire que Québec solidaire pas eu trop de visibilité avec tout ce qui s'est passé avec le PQ, avec tout le débat du Parti libéral, avec la descente aux enfers de la CAQ. On a presque oublié que Québec solidaire existait même au Parlement. Malheureusement pour eux, c'est la réalité au Parlement. Très rapidement... Attends, que Québec solidaire, c'est très important que tu en parles. Québec solidaire, là, dans le dernier sondage, ont remonté un petit peu, mais tu sais, je vais te dire, Québec solidaire parle, ils ont raison, parle toujours de logement. De la crise du logement, c'est parmi les premiers en politique à en avoir parlé, puis ils en parlent encore. Puis tu sais, plus tu te rapproches du 1er juillet, où souvent les gens déménagent parce que les baux se terminent, etc. Puis là, il y a beaucoup de gens qui doivent déménager. Il y a des gens qui, au moment où on se parle, on est le 12 juin aujourd'hui, on diffuse le 13, demain, le samedi. Et il y a des gens là qui savent qu'ils quittent leur appart, mais ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Et ça, c'est gravissime. Oui. C'est une tristesse absolue. Il y a des gens qui sont avec de jeunes familles, etc. Et puis parfois, des personnes âgées, c'est encore pire. J'ai envie de te dire, ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, Québec solidaire en parle tout le temps. Et donc, forcément, on voit qu'il remonte un petit peu dans les sondages. Mais tu as raison, si on fait le bilan de manière générale de la législature de Québec solidaire, ils ont bien commencé. Hein, je te rappelle qu'ils sont allés récupérer le comté de Dominique Anglade, Saint-Henri-Sainte-Anne, lorsque Anglade a démissionné. Clich-Rivard est rentré. Puis, je vais juste te dire un truc. Tout ce qui s'est passé à Québec solidaire, puis tu as évoqué, là, les démissions, les virages manqués, les livres qui s'écrivent, la trahison vers le PQ là, avec Vincent Marissal, etc. Je ne sais pas si c'est une trahison, mais en tout cas, l'espèce de déloyauté, là, où ils ont commencé à se cruiser, là, etc., pour que Vincent Marissal aille au PQ, etc. Toutes ces affaires-là, ça indique une chose, c'est que Québec solidaire n'est pas un parti qui peut gouverner. Ils arrivent même pas à se gouverner, alors encore moins à gouverner le Québec. Cela dit, moi, je ne ferai pas ce que font d'autres commentateurs là, moi que j'estime être extrémistes et qui veulent juste frapper sur Québec solidaire parce que, ils les aiment pas. Moi, je te dis, je ne partage rien avec Québec solidaire, mais Québec solidaire, dans un écosystème politique, dans une démocratie, à sa place, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Puis je pense qu'il faut respecter toutes les opinions politiques, même celles qui ne conviennent pas. Mais des gens qui disent qu'ils sont woke, etc. Ben oui, mais s'il y a des woke qui veulent voter pour des woke, good for them. Tu vois, je veux dire, on ne va pas interdire à un parti d'exister ou remettre en question sa nécessité d'exister, etc. Puis d'autant plus que dans un écosystème,
Tu sais, je parle d'écosystème par exprès, là, j'utilise le bon... Enfin, en tout cas, j'utilise vraiment le mot que j'ai envie d'utiliser. Tu sais, dans un lac, par exemple, là, dans un lac, tu as des poissons de tout genre, tu as des, je sais pas moi, des grenouilles, tu as des bactéries, tu as d'autres... tu sais, tu as de la faune, tu as de la flore, tu as des... tu sais, et chaque être vivant là-dedans a un rôle pour avoir une espèce d'équilibre, parce que, je sais pas moi, t'as des poissons qui mangent des larves, t'as je sais pas quoi, bref, il y a une espèce d'équilibre. Mm-hmm. T'as besoin de tout dans l'écosystème. Ben, en politique, t'as besoin de tout. Québec solidaire, voilà, tu sais, avant de commencer à dire d'eux que c'est la pire chose qui existe, je pense que c'est mieux plus de promouvoir leur truc. Puis Québec solidaire arrive avec une conscience. On est peut-être pas d'accord avec comment ils parviennent à ça. Mais tu sais, ils ont une conscience sociale. Elle est peut-être démesurément poussée au point où il y a d'autres équilibres qui sont pas capables de faire. Je suis le premier à le dire. Et je suis pas d'accord avec eux, mais clairement, ils auront jamais mon vote. Mais tu vois, je me dis que dans le débat public, s'il y a un parti qui prône plus l'économie, puis l'autre qui prône plus le social, et que sur la question identitaire, il y en a qui vont prôner comment dire, un nationalisme, un ultranationalisme de droite identitaire, puis d'un autre côté, tu as des woke. Ben, sais-tu quoi? Ben, ces voix-là, dans l'ensemble de l'écosystème, font en sorte qu'on trouve le bon équilibre. Le bon équilibre, ça ne veut pas dire 50-50. Le bon équilibre, ça peut être 72-28, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Mais le bon équilibre dans la société. Alors, mais bon, Québec solidaire a démontré que c'était un parti qui est incapable de se gouverner, et donc incapable de gouverner. Ça n'empêche pas qu'ils ont une voix importante dans le débat public, mais c'est clairement pas un parti qui a démontré qu'il pouvait gouverner. Alors, et c'est exactement ce que Gabriel Nadeau-Dubois voulait faire. Il voulait en faire un parti capable de gouverner. On passe au PQ, puis on va terminer avec la CAQ. Moi, je pense que le PQ a eu un excellent mandat. Puis d'ailleurs, tu l'as mentionné tantôt, c'est suite à l'élection 2022 qu'on a commencé ce balado-là. Puis un des premiers sujets, c'était par rapport à la stratégie péquiste, à aller chercher de la visibilité alors qu'il y était juste 3 députés. Et c'était un des premiers sujets. On parlait, wow, écoute, qu'est-ce qu'il fait? Le chef du PQ, 3 députés qui bousculent tout là, à l'entrée du Parlement avec toute la question du serment au roi, etc. Puis ça, je pense que ça les a mis sur la map. Et d'ailleurs, on a eu Paul Saint-Pierre Plamondon qui est venu ici, on a eu Pascal Bérubé aussi, puis le message qui est sorti, c'est... Et on a eu aussi Pascal Paradis. Pascal Paradis, plus tard, mais au tout début, là, je pense que quand on a eu Paul Saint-Pierre Plamondon et Pascal Bérubé, je pense qu'il était toujours 3, peut-être 4 députés. Il était quand même, c'était au début un peu, si je me trompe pas, du mandat. Au début, oui, ils étaient juste 3. Non, je sais, mais quand ils sont venus au balado, je pense que le caucus, il n'était pas ce qu'il est maintenant. Non, ils étaient 3. Pascal Paradis était... Est-ce qu'il était élu? Ah oui, Pascal Paradis venait de se faire élire. Ils étaient 4, en fait. C'est ça. Donc, non, mais quand Paul Saint-Pierre Plamondon est venu ici, je pense qu'il était toujours 3. Non, ils étaient 4. Parce que c'était en janvier-février 2024 qu'il est venu. Okay. Et M. Paradis s'est fait élire en octobre 2023 environ. Okay. De toute manière, là, le message qui est ressorti, c'est que à cause qu'on a un nombre limité de députés, il faut qu'on se partage un peu les tâches, mais il faut qu'on se concentre sur les priorités. Et je pense que ça a aidé beaucoup le Parti québécois à pas éliminer nécessairement, mais à mettre un peu de côté les choses qui n'étaient pas comme dans leur vision centrale. Et on dit, nous, on se concentre sur A, B, C, D, on attaque là-dessus, puis on va chercher de la visibilité. Et ils ont fait ça de manière exceptionnelle.
Mais on a vu les résultats que ça a donné pour eux dans tous les élections partielles. C'est le parti qui est premier dans les sondages depuis très longtemps. Le chef, c'est le plus populaire. Moi, je considérais ce mandat un mandat très réussi pour le Parti québécois, tant au niveau de leur stratégie en chambre que leur stratégie pour aller chercher de la visibilité. Chapeau pour eux. Honnêtement, je dis pas que tout ce qu'ils disent, je suis en accord, sauf que de partir de 3 députés, se rendre, je pense qu'ils sont à 7 maintenant, à 7, et être le premier parti dans les sondages pour la prochaine élection, c'est pas rien. C'est pas rien. Non, ben, c'est sûr que c'est pas rien. Et puis, je partage ton opinion sur le fait que le mandat du PQ de cette législature, pour moi, est extrêmement positif. Extrêmement positif, pas dans le sens ils sont prêts à gouverner. Ça, je pense que ça, c'est une autre paire de manches. Et je vais m'expliquer. Très positif, dans le sens que quand tu as fait élire 3 députés, je ne crois pas qu'au lendemain de leur élection en 2022, où ils sont passés de 12, je crois, à 3 au PQ, je ne crois pas qu'ils avaient imaginé un instant qu'ils allaient vivre la session, pas la session, mais le mandat qu'ils ont vécu. Ils ne s'attendaient certainement pas à être prétendants à gagner les élections. Évidemment, tous les partis politiques là, te disent qui se présentent pour former les élections. Genre même M. Duhem qui a juste une transfuge comme député en ce moment chez les conservateurs, se présente en septembre prochain pour devenir premier ministre. C'est ça qu'ils cherchent. Évidemment, ils vont toujours te dire ça, mais au fond d'eux, ils savent, les conservateurs doivent bien savoir que s'ils font 10 ou 12 députés, c'est extraordinaire. Là, tu vois ce que je veux dire? Ce serait une montée exceptionnelle, tu vois. Mais le PQ, je m'excuse, mais quand ils se sont fait élire puis qu'ils étaient 3 au début, même dans les premiers mois, ne pensaient pas ni être en tête des sondages, ni être 7 à la fin de la législature, et encore moins penser qu'à quelques semaines du déclenchement des élections, ils seraient en tête des sondages qui leur promettent un gouvernement majoritaire. Donc, juste de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un mandat exceptionnellement bien réussi. C'est contextuel seulement, il n'y a pas que du bon travail, c'est contextuel, mais surtout, moi je pense que, et on l'a déjà dit, on ne reviendra pas là-dessus, on va juste l'évoquer, mais tu l'avais dit toi en premier, c'est qu'il y avait une certaine constance dans le message de M. Saint-Pierre Plamondon qui lui a donné une certaine crédibilité auprès de l'électorat. Puis la vérité, chapeau à M. Saint-Pierre Plamondon là-dessus. À 100%, j'ai aucun problème. Bon, maintenant, la question, c'est que ce soit pour la CAQ est au pouvoir, mais elle est au gouvernement en ce moment, mais que ce soit pour les libéraux, opposition officielle, que ce soit pour Québec solidaire, deuxième opposition, ou que ce soit pour le PQ, troisième opposition, on va s'entendre. Faire une très bonne législature ne veut pas dire nécessairement que tu es prêt à gouverner. Parce que gouverner, c'est autre chose. Gouverner, là, c'est... Gouverner, il faut... tu peux pas arriver, puis tu peux pas avoir un mandat d'essai. C'est quand tu arrives au gouvernement, c'est pour bien faire les choses. T'as pas de mandat d'essai. Tu peux pas... Alors, veux pas, la CAQ, en 2018, quand ils ont pris le pouvoir, pardon, excuse-moi, ils étaient là depuis un certain temps, au Parlement, je veux dire. Ils étaient déjà une vingtaine avec M. Legault. Puis M. Legault a fait tout un recrutement majeur avec des personnes très solides. Et donc, ces personnes très solides, les gens pouvaient déjà les imaginer. M. Fitzgibbon à l'économie, M. Girard aux finances, et j'en passe, M. Roberge à l'éducation, etc. Les gens pouvaient l'imaginer. Ensuite, peu importe ce qu'on pense, on peut dire qu'ils n'ont pas été bons, peu importe, etc. Mais, tu sais, il y avait comme un minimum de préparation à ce que tu sois capable de reprendre les rênes du gouvernement. C'est pas facile d'aller reprendre les rênes du gouvernement de gens qui ont pris l'habitude de gouverner. T'sais. Là, au niveau du PQ, sérieusement,
moi, je pense que son défi à M. Saint-Pierre Plamondon, c'est de faire la démonstration qu'au-delà des sondages et au-delà de la du très bon mandat parlementaire qu'il a eu, lui puis son équipe, qu'il a fait le recrutement nécessaire pour avoir des gens solides, puis pas des gens solides juste pour gagner les élections, pas des gens solides juste pour gouverner. Des gens solides parce que tu as envie de faire un pays. Donc, tu sais, à un moment donné, tu fais pas un pays avec du monde qui savent pas compter, par exemple. Ouais. J'exagère, évidemment. C'est une exagération pour faire un portrait, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, ça va te prendre plus que quelqu'un qui connaissait un peu l'économie. Ça va prendre quelqu'un qui est solide en finances publiques, quelqu'un qui est solide dans pas mal tous les domaines, etc., parce que c'est ça que tu veux faire. Alors, c'est ça mon point. Je te dis pas que les autres partis sont plus prêts, mais je crois que c'est ça qui lui reste à faire cet été. Non, exactement. Puis je pense qu'ils ont déjà commencé. Je vois des pubs qui ont sorti pour critiquer la CAQ. Et la dernière qui est sortie, je pense aujourd'hui, je l'ai vue. C'est une pub qui montre un Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut se montrer comme premier ministrable, qui est prêt, qui a fait ses devoirs, qui a fait toutes les préparations nécessaires pour bâtir une équipe et à gouverner. Bon, on verra ce qui arrivera, là, mais on va passer à la CAQ maintenant. Puis c'est toujours difficile, le bilan du parti au gouvernement, parce que t'es le parti au gouvernement, donc c'est très facile à se faire critiquer. T'es toujours sous la loupe. Et avec ce qui s'est passé, le dernier mandat de M. Legault, écoutez... on peut pas dire que c'est un mandat positif, là. On gagne les élections de 2022 basées sur une grande promesse du troisième lien. Arrive 2023, juste quelques mois après ton élection, où il annonce que ça va pas se faire. Déjà en début de mandat, M. Legault avait perdu la confiance de son électorat et en général des Québécois. Donc c'est pas bien parti pour la CAQ. Et ça fait en sorte que à chaque fois qu'il y avait une annonce, à chaque fois qu'il y avait quelque chose du point de vue de son gouvernement, c'était toujours observé à la loupe. Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce que tu nous as dit que tu allais faire une chose puis tu as fait le contraire? Pourquoi est-ce que c'est la vérité? Là, aujourd'hui, on a le rapport de la vérificatrice qui jette un regard très négatif par rapport aux investissements qu'ils ont fait pour la filière batterie. Ça va mal. Ils ont investi dans je sais pas combien de compagnies, parmi lesquelles, je pense, 4 ou 5 sont en faillite. Non, plus que ça, là. Plus, bon. Là, ça, il y a 4 ou 5, c'est je pense, des grosses, là, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il y avait... Donc, tu sais, des processus qui ont été vraiment faits, je sais pas comment, là, tu sais, aucune approbation, aucune vérification au préalable. En tout cas, c'est un rapport, je pense, qui vient à un moment mauvais pour eux, parce que c'est la fin de la session. Donc, c'est comme si le rapport vient dire aux gens que, on a vu ce qu'on a vu durant les 4 dernières années de M. Legault et voici le rapport que nous on fait par rapport aux activités de ce gouvernement-là. Puis c'est mauvais. Même si Mme Fréchette, comme on vient de dire, elle a su un peu rehausser l'image du parti. Ça finit ta session avec un rapport du VG qui te dit hey, by the way, il y a plein de drapeaux, là, ce gouvernement-là, il agit de façon un peu exact, chaotique. Donc, mais tout ça pour dire, moi, je dois quand même donner à la CAQ une chose positive, c'est il n'y a personne qui pensait qu'on aurait pu tourner la vague, de reprendre ce parti. Et depuis le début du mandat, avec la chute là, des appuis envers M. Legault, tu sais, Mme Christine Fréchette qui arrive, on disait, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'elle va pouvoir peut-être le maintenir? Mais ils ont fait quand même une bonne job. Les dernières semaines, moi, je dis que c'était un gilet de sauvetage là, pour la CAQ. Là, on reste à voir parce que c'est quand même... les 2-3 dernières semaines ont été un peu plus difficiles pour Mme Fréchette. Il y a le calendrier parlementaire qui les a un peu déstabilisés avec tous les projets de loi. Puis là, le grand plan de M. Simon-Jolin Barrette qui finalement n'arrivera pas, là, le plan de la Constitution.
il jette l'éponge. Il y a un article dans la presse, je pense, qui dit il jette l'éponge. Un titre, franchement, qui frappe, puis c'est vrai. Donc, il y a eu ces 2-3 dernières semaines étaient quand même particulières pour la CAQ. Mais tout ça pour dire que c'est pas fini. Et c'est ça c'est la bonne nouvelle pour la CAQ, c'est que c'est pas fini. Tu sais, c'est pas fini pour eux, puis on sait pas qu'est-ce qui va arriver, comme on vient de dire, mais oui, c'était un mandat qui était très difficile, mais en même temps, moi, je vois quand même un espoir pour eux. C'était un mandat très difficile. C'est un mandat où, par exemple, un Pierre Fitzgibbon a démissionné, a décidé de partir, alors qu'il était une pièce maîtresse du gouvernement, en ayant piloté parmi les dossiers les plus importants économiquement, dont certains, malheureusement, qui n'ont pas donné les fruits escomptés. Ça a été un mandat difficile aussi d'un point de vue d'autres éléments. Là, il y a eu SACLIC avec une commission d'enquête, c'était pas facile. Il y avait l'histoire du troisième lien. Oui, non, peut-être, je sais pas comment, à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, au-dessus, en dessous, peu importe, etc. Ça a fait en sorte aussi que le rapport de force face aux oppositions a changé, puisque le PQ avait pris les devants, etc. Écoute, ça n'a pas été facile, puis ça n'a tellement pas été facile qu'à un moment donné, t'as le premier ministre qui a décidé de quitter, t'sais. Et aujourd'hui, les gens, en tout cas beaucoup de Québécois, voulaient plus de la CAQ. Dans les sondages, c'était extrêmement bas. On ne savait même pas si la CAQ pourrait éventuellement faire élire ou réélire ne serait-ce qu'un député. Puis là, finalement, arrivée de Mme Fréchette, et je le disais tantôt, Mme Fréchette est plus populaire que son parti. Donc, probablement que les gens sont un petit peu tannés d'un certain nombre de personnes qui sont au gouvernement, mais ne sont pas nécessairement tannés de Mme Fréchette parce qu'elle est là depuis 2022 seulement. Puis au début de 2022, elle était à l'immigration. Puis il y avait eu quand même beaucoup de mots positifs à son égard au ministère de l'Immigration. Puis ensuite, elle a récupéré le ministère de l'Économie de M. Fitzgibbon, justement, avant finalement de devenir première ministre, de gagner la chefferie, de devenir première ministre. Puis, on dirait que, honnêtement, les sondages démontrent que les gens veulent plus trop d'un certain nombre de personnes à la CAQ. Moi, je pense que à la CAQ, si c'était juste des visages relativement nouveaux ou un truc, tu sais, des Samuel Poulain de ce monde, etc. Là, puis en tout cas, s'il y avait un espèce de renouvellement dans les personnes qui allaient gouverner, moi, je pense que les Québécois pourraient s'ouvrir parce que quand je vois comment ils se sont ouverts au changement juste de premier ministre, je me dis que ça se pourrait. Maintenant, est-ce qu'elle va être en mesure d'incarner ce changement au-delà de sa personne et d'incarner ce changement? Parce que tu vas me dire, oui, mais c'est elle, c'est elle le parti au pouvoir. Donc, non, mais tu peux incarner un changement, tu peux incarner l'alternance à l'intérieur même de ton parti. C'est ce qu'a fait M. Carney, puis il est toujours en haut des sondages, tu sais. Donc, et elle, c'est ça ce qu'elle va essayer de faire. Et moi, j'espère pour elle. C'est-à-dire, je suis neutre quand je suis sur le podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle a envie de faire des gains, il va falloir qu'elle ait du recrutement, un bon recrutement. Et là, au moment où on se parle, elle est en retard dans son recrutement. Ouais. Il n'y a pas de non majeur. Est-ce que ce dernier sondage-là pourrait encourager des gens de qualité à se présenter pour elle? C'est un bon point. Peut-être. Alors, si elle veut espérer gagner, c'est ça qu'il y a à faire. On a tout. Oui, il n'y a pas d'autres partis. Il y a
Il y a Éric Duhaime. C'est pas un parti à l'Assemblée nationale. Je sais pas si lui a fait un bilan. Il n'y a pas vraiment de bilan à faire parce que il n'y a pas de parti. Juste dernièrement, comme tu as dit, il y a eu la députée de la CAQ qui s'est joint à ses rangs. Donc, il y a quand même une présence comme parti, si tu veux, dans l'Assemblée nationale. Mais on a déjà mentionné amplement des affaires sur Éric Duhaime. Moi, je pense que Éric Duhaime, juste le fait même qu'il a mis le Parti conservateur du Québec sur la carte, là, c'était un parti qui était quasi non existant. Là, nous, on le savait parce que on travaillait en politique, on le voyait sur les bulletins de vote. Là. Parti conservateur, on savait qu'il y avait un Parti conservateur, mais jamais le Parti conservateur n'a eu autant de visibilité qu'il a en ce moment avec Éric Duhaime. Donc ça, c'est un grand succès pour lui personnellement, mais pour son parti aussi. Dans une prochaine campagne électorale, si Éric Duhaime réussit de faire élire une poignée de main, là, 5, 6, 7 députés, ça serait un grand succès pour ce parti-là. Et je suis d'accord avec toi. Oui, Éric Duhaime va sortir publiquement, puis dans ses communications, il va aspirer gouverner. C'est pas possible, je pense, selon moi. Mais même à ça, quand tu as une présence dans le Parlement avec plus qu'un ou une députée, c'est un grand avantage et moi, je pense que oui, ça a été une bonne année, une bonne législature pour lui aussi. Il a sorti de l'élection avec presque 15% des votes. C'est quand même pas rien, là, ou 14 quelque chose, là, whatever. Ouais. 14%. C'est pas rien du tout. Puis je pense qu'il a su maintenir ce momentum-là parce que la question que moi j'avais surtout, puis je le dis, je suis honnête, après 2022, aucun député élu, aucune visibilité dans le Parlement. J'étais contre le fait qu'on lui accorde un bureau ou qu'on lui donne un certain statut de parti à cause du 14%. Moi, j'étais contre tout ça parce que t'as élu 0 personne. Mais malgré tout ça, il a maintenu ses positions. Puis 4 ans plus tard, Peut-être qu'Éric Duhaime va faire élire quelques députés la prochaine campagne. Je sais pas, mais à la fin de l'élection en 2022, moi, j'étais convaincu que, regarde, c'est a good run, mais c'est 4 ans. 4 ans, c'est long, puis c'est longtemps. Puis, je sais pas, moi, je m'attendais pas à ce qu'Éric Duhaime soit toujours dans le décor politique, surtout alors qu'il y a eu une élection fédérale, puis moi, j'étais convaincu qu'il allait faire le saut au Parti conservateur. Moi, je le disais, je dis, mais qu'est-ce qu'il a à faire au Québec? Sur ce podcast, il nous avait dit 51-49. C'est ça, ouais. Mais bon, écoute, c'est ça, mais effectivement, il a pas lâché, il semble pas lâcher. Et bon, on va voir ce que ça va donner, mais les sondages lui promettent des gains à la prochaine élection. Donc, j'ai cru comprendre que dans Chaudière-Appalaches et dans la Beauce, il est pas mal pire, il est pas si pire. Puis là, c'est quelques comtés là-dedans. Et lui-même, je crois... il se présente où, finalement, lui? C'est tout dans Bellechasse. Il me semble que Oui, Bellechasse. J'ai vu un article passé qui disait qu'il se présenterait. Tu sais, c'est prenable. Ouais. Allez. On verra bien. Écoutez, on va mettre un point là-dessus. On vous remercie encore d'avoir téléchargé l'épisode. Merci de nous écouter. Envoyez-nous des messages. Envoyez-nous ce que vous pensez. Échangez, partagez. Abonnez-vous, évidemment, sur toutes les plateformes. Ça nous aide énormément. Salim, je pense qu'on prend une petite pause. Hein? On prend une petite pause. On essaie de reprendre quelque part en juillet, fin juillet peut-être, avant les élections. Là. À ces alentours-là, ouais. Ouais, c'est ça. Perfect. Bon. OK. All right. Merci tout le monde. Puis on se voit très bientôt. Passez un bel été. Take care, bye.